alpiniste devenu marin, accompagné d'Éric Loiseau, le marin devenu alpiniste. Asseyez-vous tous les deux. Lionel, je suis content parce que j'ai découvert, grâce à ce film, qu'on avait un point commun. Moi aussi, je préfère les cacahuètes au narval. Oui, c'est un peu spécial. C'est vrai que dans ces pays du Nord, il y a beaucoup de spécialités qui sont immangeables pour les Français, et notamment la graisse de narval et la peau de narval, c'est vraiment immonde. Mais quand on était avec Erwan en Islande l'année d'avant, on avait goûté la baleine, et c'était pareil, c'était le gras de baleine, c'était pas terrible non plus. Oui, parce que comme Eric, vous avez aussi navigué sur le bateau d'Erwan, hein, Maïwen. Voilà, alors moi j'étais sur la première étape, donc on a fait le fusible en partant de Bretagne avec Émeric Clouet, Guillaume Vallot pour aller jusqu'en Islande. Alors dans ce film, vous faites équipe avec Isabelle Autissier. Ce n'est pas qu'une découpeuse d'oursins hors pair, même si elle a l'air très douée. Eric, Lionel, c'est pas n'importe qui dans le monde de la montagne. Isabelle Autissier, c'est pas n'importe qui dans le monde des marins. Non, ça on peut le dire, c'est une grande navigatrice. J'ai jamais couru contre elle, mais j'ai beaucoup apprécié ses performances. Et effectivement, je trouve que c'est presque normal, compte tenu des courses qu'elle a faites, qu'elle se soit engagée dans des expéditions en mer montagne pour aller justement voir de plus près les glaces, parce que c'est toujours la même chose finalement. Quand on fait le tour du monde, on évite les glaces, mais on passe quand même très très près. Et je pense que tous les marins, comme nous, ont envie d'aller voir les glaces une fois. Et c'est comme ça qu'Isabelle, à mon avis, est partie dans ces expéditions lointaines. Ouais, c'était la première femme à réussir un tour du monde à la voile en solitaire, en 91, dans l'équivalent du Vendée Globe qui se court actuellement. Ça ne s'appelait pas comme ça, je crois que c'était Pop Challenge. Si, c'était le Vendée Globe. C'était pendant le Vendée Globe. Il lui est arrivé des tas d'aventures d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a chaviré. Oui. Ensuite, elle a été récupérée par. Enfin, c'est des histoires complètement rocambolesques. Mais c'est une fille. Dans notre milieu, il n'y a malheureusement pas trop de femmes qui naviguent, pas tant que ça, et c'est donc une des exceptions. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans le milieu de l'alpinisme de très haut niveau. En tout cas, c'est quoi, Lionel, le rôle d'Isabelle Autissier dans votre expé? Déjà, c'est vrai que c'est un rôle très important puisque c'est elle qui va skipper le bateau, qui va s'en occuper. Et c'est elle qui fait le petit début finalement de la cordée, puisqu'il y a l'équipage, puis après il y a la cordée. Et c'est elle qui va nous amener aux endroits qui nous intéressent. Donc c'est à la fois le taxi, à la fois le camp de base et à la fois aussi l'aller au Groenland et le retour en France. Sans le bateau, ces voies-là, vous ne pourriez pas les faire ou ce serait plus compliqué? Alors là, on pourrait quand même aller dans ces zones-là quasiment par des moyens, on va dire, autres qu'un bateau, puisqu'il y a quand même sur cette côte du sud du Groenland pas mal d'habitations et pas mal de petits villages. Donc on pourrait imaginer qu'on puisse se passer d'un bateau, ce qui par contre n'était pas du tout possible pour des expés en Antarctique ou en Géorgie du Sud, où là, hormis les bases scientifiques, il n'y a personne, quoi. Eric et Lionel, on oppose parfois la montagne à la mer. Alors vous avez commencé par une belle carrière de marin, vous avez gagné plusieurs grandes courses, vous avez navigué avec Eric Tabarly. Vous avez décidé de passer à la montagne. Finalement, des deux milieux, lequel est le plus dur? Moi qui suis qu'un marin, je pense que la montagne c'est plus dur. D'abord il faut monter. Et puis après, les expériences en haute altitude montrent que on n'a pas du tout la même lucidité que l'on peut avoir au niveau de la mer, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux objectifs en montagne qu'en mer. Nous, finalement, en bateau, le seul vrai risque, et c'est un risque, c'est effectivement de tomber à l'eau, que ce soit en solitaire, en double, en équipage, c'est pratiquement mortel. Mais en montagne, il y a 50 000 plus de dangers, entre les séracs qui se cassent la figure, les avalanches, les chutes de pierres, enfin bref. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu difficile de parler de ça, et encore, c'est un hommage que je fais à mes camarades. Mais finalement, quand je contemple depuis une vingtaine d'années mon carnet d'adresses, eh bien, malheureusement, on a perdu quelques marins, beaucoup trop. Par contre, c'est une véritable hécatombe entre les skieurs, les alpinistes, les grimpeurs. La montagne reste la plus dangereuse. Vous êtes d'accord, Lionel? Je précise qu'Eric a fait le sommet de l'Everest en 2003, donc il connaît tous ces dangers objectifs. Et oui, puis en plus, ce qu'il y a, c'est qu'en mer, il y a quelque chose qui est quand même très important, c'est le bateau, et que le bateau offre quand même s'il est malmené, une protection quand même assez forte par rapport à l'alpiniste qui est quasiment, je dirais, nu quand il part en montagne, quoi.
Alors le bateau, il faut aussi avoir le pied marin, ce qui n'est pas toujours le cas des montagnards, notamment de vos deux coéquipiers qui faisaient un peu les malins sur la paroi, mais quand ils étaient sur la mer et que la mer tanguait et que le bateau allait de droite à gauche, c'était pas la même musique. Hein. Oui. Alors c'est vrai qu'on va pas non plus faire ce soir une soirée spéciale mal de mer, sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est vrai que Enzo a été particulièrement malade pendant le voyage et je tire mon chapeau à Enzo parce que c'est vraiment pas facile d'être sur un bateau quand on est malade tout le temps. Et pendant 15 jours de traversée, au retour, il a quand même été malade une semaine. Et en fait, Sibe avait botté en touche et en fait, il est venu et est reparti en avion. On a vu aussi une scène dans le film assez surprenante. Vous faites le ménage dans la paroi, vous larguez un bloc assez imposant. Je crois que d'ailleurs, on va revoir l'image, hein, ça fait plus de dégâts que ce que vous aviez imaginé. Oui. Ouais, en fait, ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est qu'en fait, j'ai déjà viré une première écaille qui était assez monstrueuse et que j'avais 2 cordes avec moi, donc j'avais 200 mètres. Là, je descends sur une statique de 200 mètres, donc je remonte toute la statique pour pas qu'elle s'abîme et j'avais une autre statique entre les jambes. Sauf que quand j'ai largué la première écaille, la première statique est partie un peu avec l'écaille. Et comme j'étais concentré, j'ai commencé à balancer la deuxième et j'avais pas vu que j'avais la corde en dessous et j'ai explosé la corde blanche. Pas celle sur laquelle j'étais, bien sûr. Bon, c'est pour ça que les coéquipiers râlent un peu, vous avez pu redescendre. Oui. Cette mission, cette expé à la fois sportive, découverte, il y avait aussi une dimension un peu plus scientifique sur ce projet. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années aussi, de ne pas être uniquement dans la montagne, mais voilà, de partager des choses avec des marins, avec d'autres personnes. Et en l'occurrence, avec la communauté scientifique, il y a des choses et des ponts qui se créent, notamment ce qu'on appelle l'écologie verticale. C'est-à-dire qu'on collecte des plantes à la demande de scientifiques pour savoir un peu ce qu'il y a dans ces parois. Parce qu'en fait, on a le sentiment commun que c'est des déserts, c'est complètement minéral, mais en fait, ils avèrent que c'est exactement l'inverse, que c'est beaucoup plus des déserts de connaissances que des déserts d'espèces. Donc, on est obligé de référencer déjà pour avoir un premier pas dans cette connaissance, et après, de pouvoir utiliser cette connaissance pour éventuellement analyser des grands problèmes actuels, comme par exemple le dérèglement climatique. Alors je vois qu'il y a pas mal de SMS. On va demander à Hilary de nous rejoindre. J'en ai vu un passer, Eric, sur comment lutter contre le mal de mer. C'est vrai que le mal des montagnes, il suffit de descendre en altitude. Le mal de mer, est-ce qu'il y a des secrets? Non, mais ça c'est compliqué, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il y a malheureusement un tout petit pourcentage de gens qui sont atteints par ce mal des transports en fait. Hein. Et la plupart des gens quand même arrivent à s'acclimater avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins longtemps. Mais enfin, moi, je suis très admiratif pour les gens qui naviguent avec le mal de mer parce que moi, heureusement, je ne suis pas vraiment sensible et je ne suis pas sûr d'avoir fait une carrière de coureur si j'avais eu le mal de mer. Alors, Hilary, la pêche a-t-elle été bonne du côté du SMS? Ah oui, les gens étaient admiratifs de votre... que vous avez mangé ces poissons. Mais les gens ont aussi été admiratifs et voulaient savoir si vous avez créé des topos pour ces voies, si vous avez trouvé des cotations et si les gens peuvent vous suivre. Alors pour les cotations de ces voies, c'est vrai qu'on a ouvert quatre grandes parois, dont la dernière a été ouverte uniquement par Enzo et Sib. Et c'était des cotations qui allaient à peu près jusqu'au 8A, quoi, 7C+. Et moi, j'étais assez admiratif de Enzo, notamment, qui est vraiment quelqu'un d'étonnant, un espèce d'électron libre du monde de l'escalade, qui était capable de faire à vue, en équipant, en posant ses coinceurs, des longueurs quasiment dans le 8e degré, quoi. Donc, avec sa nonchalance et sa désinvolture assez incroyable, quoi. Et vous dites en équipant, donc il y a deux dans le film qui ont dit moi je suis contre les speeds et l'autre pour les speeds et vous Oui, non, alors c'est vrai que moi j'étais j'avais le privilège de l'âge, on va dire, et puis comme c'était vraiment eux qui libéraient les longueurs les plus dures, je leur avais laissé un peu ce débat entre eux, mais c'était assez amusant de voir Enzo qui était un peu je m'en foutiste, et puis Sibe qui est un peu issu de l'école des Belges, justement Nico Favresse, Sean Villanueva, et puis l'école anglaise qui est justement très, très rigoriste et pour qui tirer
sur un point lui arrachait finalement le cœur, quoi. Donc c'était assez amusant de les voir, mais en même temps, c'était des jeunes d'extrêmement bonne composition, donc ça s'est toujours bien passé. Et il y a des voies qu'on a fait sans speed, par exemple la voie de 1300 mètres, on n'a pas posé un seul speed. Et puis il y a eu d'autres voies où on a posé juste quelques speeds au relais pour consolider pour les hissages et très très peu dans les longueurs. Bon, très intéressant. Donc, dans certaines voies, les gens vont pouvoir trouver vos speeds, mais pas tous. Et certaines personnes voulaient savoir quelle température il faisait pour grimper en Groenland en été. En fait, c'est assez dramatique parce que moi, j'ai eu la chance d'aller au Groenland il y a 20 ans, donc c'était aussi un peu un anniversaire pour moi, et de voir que malheureusement, en 20 ans de temps, le Groenland a beaucoup changé et s'est complètement métamorphosé. Il faut savoir que cet été, donc l'été 2016, il y a eu des records de température qui ont été battus à Nuuk, donc la capitale du Groenland, qui est sur la côte ouest, où il a fait 23 degrés. Donc nous, on grimpait avec des tenues petites polaires, ce qui était effectivement extrêmement propice à l'escalade libre. On avait des conditions parfaites. On était un peu inquiet d'ailleurs quand on est arrivé avec Emeline pour rejoindre Maewan à Cambridge Bay, qui est quand même au milieu du passage du Nord-Ouest, parce qu'on est arrivé en tongs. Et ouais, c'est vraiment inquiétant quand même, ce réchauffement-là qu'on perçoit vraiment très bien. Le passage du Nord-Ouest, d'ailleurs, qu'on a emprunté, il s'est ouvert relativement récemment à cause du réchauffement climatique, qui va poser d'ailleurs pas mal de problèmes politiques, par le fait qu'on a découvert maintenant des gisements énormes de pétrole et de gaz dans toute cette région-là. Et le gâteau va être compliqué à partager parce qu'il n'y a pas de loi maritime là sur ces territoires. Donc en fait, ça peut être à l'Alaska, ça peut être au Canada, ça peut être à la Russie, ça peut être à la Chine. Et ça va être compliqué à gérer tout ça, sans oublier les problèmes écologiques d'une éventuelle marée noire ou d'un problème comme ça. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que dans ces régions-là, les Inuits vivent encore traditionnellement de la pêche de la baleine, la chasse à la baleine, la pêche des phoques, etc. Donc le moindre problème écologique ou une marée noire va faire qu'ils ne pourront plus se nourrir. Et ça, c'est un vrai souci quand même. Pour rebondir sur les problèmes écologiques, on a vu dans le film une petite banderole orange. Lionel, ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette banderole? En fait, c'est pas très drôle, mais en fait, moi, donc, j'habite dans les Hautes-Alpes, et en ce moment, dans les Hautes-Alpes, il y a un problème. Ouais, merci. Il y a vraiment quelque chose d'assez dégueulasse qui se passe, où, sous prétexte de rénovation du réseau électrique, on massacre les paysages à tour de bras, c'est-à-dire qu'on installe 2 lignes à très haute tension qui vont venir balafrer et vraiment, je dirais, massacrer le paysage haut-alpin, qui est un peu le capital des Hautes-Alpes, parce que si vous connaissez ce département, vous savez que c'est un département qui est tourné à 80% vers le sport de pleine nature. Et il se trouve que il y a ce chantier de rénovation du réseau électrique qui est plutôt en fait un chantier où on veut transformer les Hautes-Alpes en autoroute énergétique et donc du coup pouvoir vendre ultérieurement l'électricité à l'Italie. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça se passe vraiment très très mal, puisque RTE, donc Réseau de Transport Électrique, bafoue complètement le programme prévu d'une manière complètement impunie. Et il y a énormément de répression policière aussi qui se passe dans les Hautes-Alpes. Donc j'invite tous les gens qui vont dans les Hautes-Alpes, en tout cas, à manifester contre ce projet aussi stupide qu'inutile. Merci. Vous allez... Ouais. Vous n'allez pas repartir les mains vides. C'est un petit cadeau. Alors, je vais demander à Eric de l'ouvrir. Attention, c'est fragile. Hein. J'ai mis du papier à bulles pour justement pas le casser. Vous allez ouvrir et vous allez me dire ce que c'est selon vous, Eric. Lionel, lui, va trouver tout de suite, mais Eric, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Eric Loiseau? C'est les pieds. Ah ouais. C'est un moulage de pieds. Alors, probablement... ça date du néolithique. Néolithique, vous remontez aussi loin, vous. Et probablement, ça a été trouvé dans une caverne au Groenland. Ah ouais, vous n'êtes pas loin, Il y a juste un petit détail, c'est que ses pieds, qu'est-ce qu'il leur manque, Lionel, sur ses pieds? Ça y est, il a fait le lien. Il manque un peu des bouts, il manque des choses qui servent absolument à rien, qu'on appelle les orteils.
Est-ce qu'on peut raconter l'histoire pour le public qui ne serait pas au courant? Voilà, en fait, il se trouve que en 2002, alors que j'étais engagé en solo dans un gros projet d'enchaînement de face nord, malheureusement, je me suis gelé les pieds dans la face nord du Cervin. Et à l'issue de 9 jours dans la paroi, j'étais redescendu. J'avais pas de moyens de communication. Il y a eu après plusieurs mois d'hospitalisation, évidemment. Et puis à l'issue de ça, 8 orteils en moins, quoi. Mais j'ai la chance, je dirais, d'avoir connu un magicien de la chaussure, un magicien du pied. Ce magicien, c'est Henri Canin, vous le connaissez sûrement, le chausse-montagne à Grenoble. Il est à l'heure actuelle à la retraite, mais d'autres personnes ont repris le flambeau, Hélène, Marianne et Christophe. Et j'ai la chance qu'ils me font des chaussures sur mesure, des chaussons sur mesure pour l'escalade, qui me permet de pratiquer de nouveau. Parce que finalement, on se rend compte que un petit grimpe pas pareil qu'un grand, et quelqu'un qui a perdu ses orteils grimpe pas pareil quelqu'un qui a ses orteils. Mais l'histoire de l'escalade est avant tout une histoire d'adaptation. Et j'ajouterais que on peut vous amputer des bouts de chair, on peut vous amputer des bouts de doigts, des bouts de pied, mais en tout cas, on vous ampute jamais votre noyau, le noyau inoxydable que tout le monde porte en soi, qui est la joie de vivre. Et ben voilà, on a vu ces images de l'atelier Canin. Juste Merci. les moulages, ils avaient quand même une utilité, c'était pour fabriquer ces chaussures. D'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir dire à toute l'équipe de Canin qu'il va falloir qu'ils se dépêchent de les finir maintenant. Ils sont là dans la salle, ils fêtaient leurs 40 ans il y a quelques semaines à Grenoble. Vous étiez de la partie avec d'autres montagnards. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour finir cette première partie. Vous allez pouvoir profiter de la tartiflette, de la bière, des stands, et puis on va se retrouver ici dans une vingtaine de minutes. De quoi? Dédicace. Les dédicaces, ah ben oui, Lionel, dédicace également. Ces livres sur le stand du Fodassim, j'allais oublier, notamment le livre qui raconte son tour de France en suivant les frontières topographiques du pays. Il était venu présenter le film il y a 2 ans aux rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. Le bouquin, il est là et c'est sur le stand du Fodassim. Donc, ici. C'est ici. C'est à tribord ou à bâbord, Eric par là? Non, mais là, c'est à bâbord. C'est à bâbord. Donc c'est à bâbord. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième.